Bonjour à tous, je suis Martin Chauvel, fondateur de Hiro, l'agence de recrutement qui accompagne les acteurs de la formation. Bienvenue dans Super Hiro, le podcast qui met en lumière les héros de la formation. Je vous emmène avec moi dans ce premier épisode rencontrer Lucie Baudouin, qui est directrice du campus Rennes et représentante de la marque Digital Campus en France. Bonjour, je m'appelle Lucie Baudouin, je suis la directrice des écoles du pôle business du groupe Galileo Global Education à Rennes, à savoir l'ESG, ESARC Evolution, Digital Campus et Elige. Je suis également animatrice nationale de la marque Digital Campus. Bonjour Lucie, merci de nous accueillir ici donc, dans tes locaux à Digital Campus. Ce que je te propose pour débuter, c'est de te présenter ton parcours, tes expériences. Et puis, ce qui t'a amené aujourd'hui à ce poste. Ok, alors moi j'ai 48 ans, donc j'ai une petite expérience de vie derrière moi maintenant, mais ma formation ne me destinait pas forcément à exercer le métier de chef d'établissement dans l'enseignement supérieur privé au départ. J'étais au lycée déjà très passionnée de communication et je souhaitais faire du journalisme. Et je me suis orientée vers un parcours histoire de l'art à la Sorbonne à Paris, à l'école du Louvre. Et j'ai senti que je me perdais un peu dans mon parcours. Et donc j'ai intégré une école de communication dans l'Ouest. Et j'ai commencé en fait un parcours en agence dans des grandes agences comme Publicis, Havas. Et je me suis assez vite lassée finalement. Je suis quelqu'un de créatif. La créativité, on pourrait penser que c'est partout dans une agence, mais il y a aussi beaucoup de contraintes et je me plaisais pas tant que ça dans ce milieu. Et j'ai eu la chance d'avoir 3 filles qui m'ont permis de faire des pauses dans mon parcours professionnel et qui m'ont aussi donné, durant mes congés maternité, le temps de réfléchir un peu sur ce que j'avais envie de faire. Je me suis lancée dans le consulting au moment où le digital prenait vraiment une ampleur en France. Et en entre 2004 et 2010 à peu près. Et puis ensuite, c'est en étant consultant que j'ai été démarchée par des écoles supérieures à Rennes pour être intervenante plutôt sur la partie stratégie de communication de par mon premier parcours, ma première expérience en agence. Donc c'était un parcours qui intéressait beaucoup les écoles et qui fascinait beaucoup les étudiants. Et le métier d'intervenant, c'était pas trop mon truc. Par contre, j'adorais le contact avec les jeunes, c'était quelque chose que je trouvais super. Et j'ai fait une très belle rencontre. J'ai rencontré le directeur de l'ESG Rennes à l'époque qui m'a proposé de donner quelques cours et j'ai beaucoup aimé sa manière de travailler. Alors, je ne sais pas si je peux le citer. Il s'agit d'Emmanuel Morin qui travaille encore aujourd'hui au sein du groupe Galileo. Et Emmanuel Morin m'a demandé un jour d'ouvrir une école à Rennes parce que lui, le digital, ça ne le branchait pas et moi, c'était mon dada. Et en 2014, j'ai eu la chance, soutenue par le groupe évidemment GGE, de créer le Digital Campus Rennes. Ça a été le début d'une grande aventure. Et par la suite, j'ai récupéré le périmètre d'Emmanuel qui a pris d'autres fonctions et je suis devenue chef d'établissement des écoles qu'il dirigeait au préalable. Et aujourd'hui, je suis toujours là, plus passionnée que jamais, avec beaucoup de projets et toujours ce même, en tout cas, cette même passion pour les gens avant tout, pour les jeunes et aussi les moins jeunes, les intervenants, les personnes qu'on rencontre en entreprise. Voilà, c'est ce qui m'anime. Du coup, tu parles de passion. Qu'est-ce qui, toi, te passionne au quotidien sur ce poste-là ? Je me dis que c'est ce qui t'a amené aussi. Tu cherchais du sens ou tu trouvais des questions. C'est ça. Qu'est-ce qui te passionne, toi, aujourd'hui ? En fait, ce qui ne me passionnait plus déjà en agence, c'était que ça n'avait plus de sens. C'est-à-dire, quand un client te demande de lancer la communication pour une pizza goût chorizo, tartiflette, à un moment, moi, je me disais, mais où va le monde ? Où va le monde ? Moi, ça n'était plus du tout en accord avec mes valeurs. Aujourd'hui, ce qui me plaît, c'est d'accompagner des jeunes dans leur tout simplement et la passion, c'est d'arriver le matin à l'école, de savoir que cette journée elle ressemblera pas à celle de la veille, celle du lendemain sera différente et qu'à un moment dans la journée j'aurai forcément l'occasion d'aider quelqu'un. Et ce sera quelqu'un de mon équipe, ce sera un étudiant, ce sera un intervenant.
mais j'aurai fait quelque chose qui pour moi compte à la fin de ma journée. Donc c'est ça vraiment qui m'anime. Du coup, au niveau, si on parle plutôt de l'enseignement aujourd'hui ou des écoles, est-ce qu'il y a des problématiques principales, des choses, des problèmes que tu peux rencontrer au quotidien ou de manière plus générale? Diriger une école, c'est un métier qui est très prenant, qui est très chronophage. Les problématiques rencontrées, elles sont... En fait, je dis toujours, exercer ce métier-là, c'est exercer plusieurs métiers dans la même journée. Donc c'est aussi bien répondre à des problématiques de sécurité de l'établissement, des problèmes administratifs, des problèmes réglementaires, que des problèmes pédagogiques tout à fait liés au cœur de notre métier. C'est aussi faire en sorte que cette école, elle prospère, donc qu'elle attire toujours autant, voire plus d'étudiants. Je pense que j'ai aussi cette fibre commerciale qui est jamais loin et qui fait que moi, j'ai envie, bien sûr, d'être la directrice d'une école où les étudiants se précipitent, peut-être pas, mais en tout cas, sont nombreux à venir pour chercher une school expérience différente. Les problématiques sont hyper variées. Donc, j'ai du mal à les compiler aujourd'hui comme ça, en tout cas à les lister. Mais... dans le quotidien, c'est la vie de l'école, c'est la scolarité, et puis c'est vraiment la vie d'une école. Et ensuite, avec un peu de hauteur, plus stratégiquement, c'est les problématiques d'un chef d'entreprise. Mais du coup, quels enjeux peut-être tu aurais, quel levier tu pourrais aller chercher pour aller un peu plus loin, soit sur la passion de l'enseignement, que ce soit sur l'accompagnement des étudiants? Vers quoi tu pourrais aller demain? Aujourd'hui, mon projet stratégique, il tourne autour de la School Experience. Donc, la School Experience, c'est ce qui fait qu'un étudiant, quand il aura quitté son école, et peut-être 10 ans après, et peut-être 20 ans après, parce que moi, c'est mon cas, il aura des souvenirs de certains moments marquants au sein de son école. Et la School Experience, ça ne se résume pas à « j'organise une belle rentrée et j'organise un beau gala ». La School Experience, c'est ce qui se passe tous les jours dans l'école. Et donc, c'est une vraie stratégie parce que c'est une stratégie qui doit absolument impliquer toute l'équipe. Toute l'équipe, tous les intervenants. Équipe administrative et intervenants. Sinon, ça ne marche pas. Je ne peux pas à moi seule répondre à cet enjeu-là. Donc, c'est un travail humain énorme que j'ai initié il y a maintenant 2-3 ans. Et pour ça, je m'appuie sur mes responsables pédagogiques, mes responsables scolarité, sur tout mon middle management. Et c'est vraiment ça, aujourd'hui, la stratégie de l'école. Et c'est comme ça, je pense, qu'on peut faire la différence. Mais une fois de plus, ça ne peut pas être du fake. C'est vraiment quelque chose qu'on doit vivre... qu'on doit penser, réfléchir. Et pour ça, il faut vraiment se mettre dans la tête des étudiants et se dire, justement, voilà, le gala, c'est bien, on célèbre. La rentrée, c'est bien, on rassure. Je le prends un peu chronologiquement dans l'autre sens. Mais entre les deux, il se passe plein de choses. Comment on accueille les étudiants le matin, à quel moment de l'année il faut avoir une attention particulière, comment on fait en sorte que des examens se passent bien. Pour se lancer dans la School Experience, il faut être irréprochable sur ce que j'appelle le delivery, c'est-à-dire ce que tu vas délivrer comme service aux jeunes, ce qu'ils sont venus chercher chez toi dans l'enseignement privé, une qualité de service. Donc, il faut être irréprochable, avoir des plannings qui tiennent la route, avoir des profs qui viennent et qui sont remplacés s'ils sont absents, avoir un nombre de cours dans l'année qui est respecté. Et une fois, on va dire que la base de l'école, les prérequis sont là, tu peux te lancer dans la School Experience. Donc, ça, c'est la cerise sur le gâteau. Donc, ça, c'est l'enjeu. Et on est en plein dedans. Et donc, quelles sont les bases en fait de la structuration d'une école qui te permet d'arriver justement à ce résultat-là? Comment tu le fais? Comment tu t'organises toi en interne avec tes équipes? C'est peut-être déjà ton organisation à toi, ta vision qui est propre à toi, ou c'est une vision globale, un établissement scolaire. Comment toi, qu'est-ce que tu mets en place ici? Déjà, je bénéficie d'énormément de services support du groupe. On a une plateforme à Paris avec des services qui sont en soutien des écoles, des services qui veillent à ce que nos titres soient renouvelés, des services qui veillent à ce que justement on nous encadre dans la gestion des plannings, des services juridiques qui nous permettent de répondre à des problématiques spécifiques. Donc déjà,
déjà, moi, je m'appuie beaucoup et on s'appuie tous sur le national. Et ensuite, je m'appuie donc sur un CODIR qui se compose de 5-6 personnes. Et dans ce CODIR, il y a le commercial, il y a le planning, il y a la pédagogie, il y a la scolarité et il y a les services administratifs. Et ce CODIR, on se réunit tous les mois. Et il a la vertu de nous obliger à rester dans l'opérationnel, puisque c'est tous les mois, c'est assez récurrent. Et donc, ce rendez-vous de CODIR, c'est un rendez-vous qui est très opérationnel, qui va vraiment se caler sur la saisonnalité de l'école. Le rendez-vous de juillet, on va beaucoup parler rentrée. Une fois que les rentrées seront passées, on va commencer à parler partiel, etc. etc. Donc je m'appuie sur ce CODIR pour pouvoir m'organiser. Et puis, je confie des projets à certaines personnes de mon équipe. J'ai oublié que dans le CODIR, il y a un service absolument clé aujourd'hui qui fait la différence, mais je ne le cite pas, peut-être je ne l'ai pas cité instinctivement parce qu'il est moins évident. Mais c'est mon service Connex, qui s'appelle Communication et Expérience étudiante, et c'est ce service-là aussi qui va justement piloter tout ce dont je te parlais sur l'expérience étudiante. Et donc voilà, j'y pense parce que justement j'ai confié un projet à Olivier qui est en charge de ce service-là récemment, qui va piloter un projet dans le cadre de cette School Experience, un projet qui est très que j'ai décidé de mettre en œuvre et qui est très cadré, et c'est lui qui va le prendre en charge. Comme ça, moi, ça me permet bien sûr de continuer d'être le chef d'orchestre et de venir distiller un petit peu, moi, l'ADN, ce que je veux, ma stratégie, et bien sûr d'être tout le temps en backup. Ok. Et donc l'expérience étudiante, c'est quelque chose qui était déjà présent, qui était déjà le point central de l'école il y a plusieurs années, avant que tu arrives, ou c'est quelque chose que tu as développé, tu as intensifié sur les dernières années? Oui, en fait, ça n'existait pas, mais je pense que beaucoup, les gens passionnés comme moi, on le fait malgré nous. C'est-à-dire qu'on a envie que nos étudiants ils vivent une super expérience. Donc, ça demande beaucoup d'implication. On a vraiment on a vraiment franchi un cap. Je dirais justement depuis l'arrivée de ce service-là dans l'école Connex, ça fait 1 an. Donc, ça fait 1 an qu'on pense les choses différemment, avec plus d'ambition. Et qu'on met en place des actions, des process pour être plus présent auprès des étudiants. Okay. Ça va de choses très infimes à simplement des réunions, la réunion la plus basique du monde que tu puisses imaginer, mais avec les personnes qui sont vraiment dans le cœur du sujet, des réunions hebdomadaires qui vont permettre chaque semaine de faire le point sur chaque classe d'étudiants et d'identifier chaque semaine si on a des étudiants qui sont en difficulté, en souffrance, sur lesquels on se pose des questions et qui vont nous permettre tout de suite d'aller agir, d'aller soit se rassurer, soit déclencher des actions. Ça, c'est la base de la base. Avant d'imaginer un gala dans un lieu prestigieux, il faut penser quotidien. C'est la priorité. Bien sûr, et par exemple... Et bien-être étudiant. Oui, bien sûr. Et par exemple, sur des étudiants en difficulté, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Par exemple, demain, tu identifies dans un cursus, dans une classe, un étudiant qui n'est pas en phase avec certaines choses ou qui a des problèmes. Qu'est-ce que tu mets en place? Comment ça se passe? Alors, donc il y a ces réunions qui permettent de déceler justement ces difficultés ou ces fragilités. Au sein de l'école, on a des référents handicap déjà. On a des référents harcèlement. Donc ces personnes sont formées pour gérer certaines situations bien spécifiques. On a également une plateforme téléphonique qui s'appelle YouCare, qui permet aussi aux étudiants, quand ils veulent, d'avoir un psychologue en ligne quand ils se sentent pas très bien. On est connecté, nous, à Rennes, avec des organisations, des structures, des associations, pour aussi pouvoir orienter un étudiant en difficulté vers le dispositif qui va correspondre le plus à la difficulté qu'il rencontre. Et donc, en fait, tout est sur mesure. On a aujourd'hui un panel d'outils, un panel de ressources, qu'elles soient humaines ou matérielles, et en fonction de la situation d'étudiant, on va activer certaines. Et ça, et en parallèle, on fait beaucoup de prévention. On a des semaines du bien-être étudiant. Depuis l'année dernière, justement, c'est ce qui a marqué vraiment le début de la School Experience de manière un peu plus
marqué. Ces semaines, elles sont là pour à la fois apporter justement des moments de plaisir, de rencontre, de partage avec les étudiants. Et puis, on les sensibilise à certaines choses, voilà, le harcèlement, on les forme sur... on a récemment organisé des sessions avec la Croix-Rouge pour les premiers soins. Et nous, on est formés aux premiers soins, premiers secours en santé mentale à l'école. Parce qu'aujourd'hui, la santé mentale des jeunes, c'est un sujet important. Oui, tout à fait. Et au sein de mon école, on a un déclaratif, c'est dommage parce que j'ai peur de donner des mauvais chiffres, mais on a un déclaratif de jeunes en situation de handicap qui est extrêmement élevé. Donc ça veut dire que notre système, il fonctionne bien. Ça ne veut pas dire qu'on a plus de personnes en situation de handicap, ça veut dire qu'on a réussi à instaurer un climat de confiance qui fait que les jeunes qui rencontrent ces difficultés-là se sentent suffisamment en confiance pour venir nous trouver. On est encore en dessous des chiffres nationaux. Sur le on va dire, je te donne un exemple, imaginons je crois que c'est 40% de jeunes en France qui peuvent souffrir de troubles 10, de troubles qui pourraient, on va dire, venir leur mettre des bâtons dans les roues dans leur scolarité. Dans la moyenne, tu as peut-être 12% de ces personnes-là qui vont se déclarer dans les écoles en moyenne en France, et nous, on est sur 20 ou 30%. Ok. Donc voilà, donc ça veut dire que c'est pas parce qu'on a plus de personnes en difficulté, c'est qu'on a réussi à relever ce challenge-là, de leur dire vous êtes dans et la bienveillance, c'est essentiel, et c'est pas un 20 mots, et c'est pas dans toutes les écoles. La bienveillance permet à ces étudiants-là de venir en toute confiance se confier. Ouais, l'écoute, et d'être accompagné. Pour le coup, vous avez l'air vraiment proche des étudiants. On essaye. Et c'est super important d'être au contact, de les accompagner au mieux, et surtout sur les difficultés. C'est là où la direction ou l'école a une réelle importance aussi. Ouais. Évidemment sur la partie pédagogique, mais également sur la partie accompagnement et puis expérience étudiante. Ouais, totalement. On a aussi formé nos intervenants l'année dernière avec un psychiatre de Rennes qui est venu sur 2 sessions aider les intervenants aussi à gérer les situations d'urgence dans les classes. Ouais, okay. Un étudiant qui fait un malaise, un jeune homme, une jeune fille qui arrive en pleurs, comment on gère ça et comment on évite parfois la maladresse qui peut après en plus rester un peu comme un mini trauma même pour l'intervenant qui se dit mince, j'ai pas bien réagi. Donc okay. on a vraiment tous les publics qui sont formés et les intervenants sont vraiment essentiels dans notre bon fonctionnement. C'est vraiment des gens des personnes qu'il faut valoriser et qu'on essaye de valoriser vraiment de plus en plus. Les intervenants extérieurs, tu veux dire Nous, les intervenants, on parle d'intervenants parce qu'on ne parle pas de profs chez nous, on parle d'intervenants. Parce qu'ils ont tous une activité professionnelle à côté. Donc pour nous, c'est pas des simples profs. Et puis je trouve que c'est intéressant quand on sort du lycée aussi de se dire, c'est pas un prof que j'ai, c'est un intervenant, c'est quelqu'un de professionnel. Non pas que les profs du lycée ne soient pas des bons professionnels, hein, mais disons qu'ils ont un pied sur le marché de l'emploi, un autre pied. Ils ont un pied dans l'école et un pied sur des missions de consulting, sur des métiers de salariés. Parfois, ils sont dirigeants, ils sont retraités et ils ont gardé une activité dans une asso, mais ils sont tous intervenants. Et c'est ces gens-là, on en a environ 150 dans les écoles. Ça, c'est vraiment... il faut les chérir, ces gens-là, parce que c'est eux qui sont au contact de nos étudiants tous les jours. Et comment ça se passe du coup? Comment vous accompagnez ces intervenants? Il y a des formations, oui. Vous êtes en contact, j'imagine, de ces personnes-là. Ça se passe comment? Déjà, on les valorise, on leur fait des rentrées dédiées à eux, dans des lieux extérieurs aux écoles parfois. On prend soin d'eux, on les invite, on écrit des beaux programmes avec des journées qui les met en valeur. On les forme sur les outils qu'on utilise et tous les ans, on les forme aussi sur une nouvelle méthode pédagogique. On a un très beau projet, on a 2 projets en cours actuellement dans nos écoles. Un projet autour de l'IA pour les aider à bien embarquer l'IA dans leur métier sans se sentir dépouillés un peu de leur savoir. Et puis un projet qui est un projet du groupe, un projet fabuleux sur lequel on est un peu test à Rennes avec
quelques écoles pour embarquer aussi d'une autre manière sur des nouveaux outils pédagogiques et des nouvelles méthodes les intervenants. Et une fois par an, on les invite sur un symposium, une journée avec des ateliers. On leur demande, vous avez envie d'apprendre quoi ? Qu'est-ce qui vous manque cette année ? Qu'est-ce qui vous a manqué peut-être ? Ou qu'est-ce que vous aimeriez apprendre pour mieux vivre votre métier d'intervenant et être plus performant et plus épanoui. Et ces ateliers ils déroulent sur une journée et chacun peut s'inscrire à l'atelier ou aux ateliers qu'il souhaite. Et voilà. Et ils sont évidemment invités aux réjouissances des remises de diplômes, parce que quand même, c'est grâce à eux. Donc voilà, on les met, ils sont au cœur du réacteur. Bon, ça se passe, les remises de diplômes, c'est grande soirée. Ouais, c'est grande soirée, c'est grande soirée. On essaye, parce qu'après, on n'a pas toujours des moyens extraordinaires, et donc on essaye, et ça, c'est... Olivier, ça perd des cheveux, je pense, chaque année, pour essayer de faire un truc très, très chouette, mais depuis quelques années, on fait ça au Rosen Park, donc dans les loges, et... Super. J'ai compris l'importance de la pelouse l'année dernière quand j'ai vu le nombre d'étudiants qui se faisaient prendre en photo avec les familles, avec la pelouse du Stade Rennais derrière. Et c'est très chouette. Et oui, c'est un moment très, très familial, toujours, très familial. Et on les invite à venir avec leur famille. Et je fais toujours très attention à faire de ce moment-là un moment unique. Je ne reprends jamais le discours de l'année précédente. Je me mets beaucoup, j'attache beaucoup d'importance à vraiment les célébrer, chaque promo différemment. Je pense que c'est important qu'ils soient vraiment considérés. Ouais, bien sûr. Et est-ce que du coup, par promo, tu renforces institutionnellement, c'est-à-dire par exemple un parrain ou quelque chose que tu mets en avant pour renforcer ce sentiment que tu cites. Ouais, alors ça, j'avoue qu'on a encore beaucoup de progrès à faire sur ce plan-là. C'est-à-dire que, et la raison aussi, c'est près de 80% de nos étudiants sont en apprentissage. Donc ils sont à l'école une semaine sur 3 ou 1 ou 2 jours dans la semaine. Ils ont un pied à l'école, plutôt un orteil, et puis ils ont le reste dans une entreprise. Et c'est pas toujours évident de les engager dans des événements à l'école. Et donc, c'est vrai qu'on peut encore progresser là-dessus sur l'appartenance à une cohorte, en fait. La promo 2022, la promo 2023. On a encore à faire, ça fait partie des chantiers qui sont vraiment devant nous, beaucoup, ce qu'on appelle les alumni, les anciens aussi, comment on fait pour qu'ils se retrouvent tous. Mais on y travaille. Évidemment, c'est super important. Je réagis tout à l'heure, je reviens sur un point qu'on a abordé tout à l'heure, tout ce qui est santé mentale. Oui. Et puis ce sentiment que tu cites, sentiment d'appartenance. On a beaucoup parlé de la santé mentale des étudiants pendant le Covid. Est-ce qu'il y a une évolution ? Qu'est-ce que tu as vu en fait, par rapport au Covid ? Comment ça se passait déjà pendant cette période, et puis surtout après, surtout l'après-Covid qui est super important. Est-ce que tu sens aujourd'hui dans ton école ? En fait, le Covid, nous, ça a été une période finalement où au sein de l'école, on n'a pas chômé, parce qu'on avait un outil qui nous a permis, dès le premier jour, dès le soir du confinement, on a pu assurer tous les cours en distanciel. 100% des cours ont été assurés. Ce qui était quand même un sacré challenge à relever, et on l'a relevé. Après, ça ne veut pas dire, j'en tire aucune fierté aujourd'hui. C'est pas une fierté d'avoir assuré un service. Je sais que certaines écoles ont presque abandonné leurs étudiants, mais c'était une période qui était tellement compliquée à gérer déjà pour soi, que pour rien au monde j'aimerais la revivre. Et on a en plus eu un nombre de candidatures extrêmement élevé sur cette période-là. Je pense que les jeunes, ils se sont posé des questions, ils avaient envie aussi de revenir dans les écoles. Ça a été le post-Covid, on a vu les offres, les aides de l'apprentissage ont commencé à se mettre en place par le gouvernement, et là on a connu une période où les entreprises étaient boostées par ces aides, les jeunes avaient envie d'aller vers la professionnalisation, donc ça matchait. Mais la réalité, elle est tout autre. On a encore, je pense, de nombreuses justement cohortes à gérer qui ont souffert de la période du confinement et qui sont fragilisées par cette période-là, parce que ça a quand même été une période très compliquée. Et l'incertitude aujourd'hui joue beaucoup au détriment de nos jeunes. C'est une période extrêmement compliquée.
Enfin, moi, je suis née en 1976, génération sida ou génération grand bleu, selon, je ne sais pas exactement. Il y avait le chômage, il y avait peut-être des choses. Enfin, j'ai souvenir, on me disait que c'était la fin des 30 glorieuses. Il y avait du chômage, mais j'avais pas ce sentiment quand même. Il n'y avait pas cette chape de plomb constante au-dessus de nos têtes. Et puis cette présence extrêmement forte des réseaux sociaux qui vient aussi beaucoup les bouleverser dans leur construction. C'est très compliqué aujourd'hui d'avoir 20 ans en 2024-2025. Par rapport aux réseaux sociaux, tu veux dire qu'il y a un impact sur leur manière de vivre? Il y a un impact, c'est certain. Sur, par exemple, la partie renseignement ou la partie... Oui, parce qu'il y a un problème d'attention. On observe, et les intervenants ont observé une évolution, une augmentation des troubles de l'attention. On est multi-écran, on est ultra sollicité. Donc moi, avec mon bagage de vie, j'arrive à gérer. Mais un jeune en construction, c'est plus compliqué pour lui. Et je pense que ça... Il y a le Covid, mais il y a aussi cette ultra présence et cette ultra instantanéité qui n'est pas facile à gérer pour eux. Et aujourd'hui, on est obligé de passer par, je pense, vraiment un travail sur soi. Il faut vraiment se décider de faire attention à soi, en fait. Je pense que sinon, on sait s'embarquer. En tant qu'étudiant ? En tant qu'humain. Mais après, ça c'est de notre ressort, je trouve, ma génération, et en tout cas en tant que chef d'établissement, c'est de mon ressort de proposer aussi des dispositifs ou des actions pour les accompagner. Donc ça va être des choses très basiques, d'interdire des téléphones portables en cours, mais pour les premières années post-bac. Mais de leur redonner pendant la pause, parce que ça va être d'organiser des cours avec des sessions très courtes pour qu'ils puissent se concentrer et puis faire une pause. Enfin, c'est prendre en compte cette nouvelle manière en fait de travailler. Après, moi de mon côté, j'ai créé un petit club, mais bon, moi je suis maman de 3 filles, donc je suis désolée pour les garçons, et c'est un club féminin, mais pour accompagner les jeunes filles dans un travail sur la confiance en soi, et c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, et je sais que même si j'en ai que 8 par saison, c'est pas grave, c'est 8 jeunes filles que j'accompagne avec des invités et qui en ressortent plus fortes, plus conscientes de leur force. C'est des prises de conscience, hein, finalement, souvent. Et ça, c'est vraiment important à mes yeux d'être actif, en tout cas. De pas, je suis pas du tout dans la fatalité, à me dire, bon, tant pis... ou à dire c'était mieux avant. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on. C'est vraiment une aventure humaine. Ouais, complètement. C'est plus que ça va vraiment plus loin que toute la partie apprendre faire un cursus, un parcours. Ouais, c'est ça. Tu ressors j'ai l'impression que dans les mots que tu emploies, tu ressors vraiment grandi de ton expérience, avec une manière peut-être de voir les choses, et puis une manière d'aborder le monde du travail qui est peut-être différente, ou du moins qui... Oui, totalement. Et du coup, par rapport au Renet, oui. J'ai vu ton post LinkedIn d'hier, je vais t'en parler. C'est la première fois que je publie, parce que je suis extrêmement discrète. Et il n'y aura aucune photo sur la saison 2 tant que la saison 2 ne sera pas terminée. Et j'ai demandé à mes Renet de la saison 1 l'autorisation, mais j'avais envie en fait d'ouvrir. Ouais. J'ai fait ce post parce que je me suis dit, une fois de plus, finalement, elles ont de la chance, les étudiantes dans mes écoles, elles ont ça. Mais les autres... je me balade dans la rue, je passe devant la fac de droit, je me dis il y a des jeunes filles là aussi, peut-être. Bon, après c'est peut-être un peu mon côté parfois candide et peut-être un peu trop optimiste, mais je me suis dit je vais ouvrir, j'ai envie d'ouvrir ce projet, de voir si ça prend, et puis de proposer à d'autres jeunes filles. Mais c'est super, super, parce que c'est un super projet qui permet de leur faire vivre autre chose, une autre expérience, et vont sûrement découvrir plein de choses, et c'est super de proposer cette opportunité, et peut-être que derrière ça ouvrira des nouvelles voies. Qui sait ? Tu sais pas. Ouais. Et du coup, t'as envie d'en parler ou... Les Renet ? Vous pouvez pas trop en parler. Les Renet, je pense que c'est un projet à la fois très simple. En fait, je suis assez discrète sur le sujet, mais c'est pas parce que j'ai pas envie d'en parler, c'est parce que je pense que
c'est peut-être le syndrome de l'imposteur. Quand je dis dans mon post qu'il faut avoir confiance en soi avant de se lancer dans un projet, je pense que ma confiance, je la challenge tous les jours, moi, de mon côté. Et j'avais eu l'occasion de rencontrer Marc Livremont il y a quelques années lors d'un séminaire qui est, je ne sais pas si tu connais, un ancien capitaine de l'équipe de France de rugby il y a de longues années, qui avait vécu un épisode durant un match perdu contre les All Blacks, et il avait été filmé à un moment où il s'en était pris, je crois, un journaliste, et il avait été assez souffert un petit peu. Il est resté très peu de temps en plus capitaine, et je l'ai rencontré lors d'un séminaire, et en fait je me suis retrouvée en lui parce qu'il a dit une chose qui, moi, m'a totalement... Mais ce jour-là, j'ai eu un déclic. Il a dit, moi, mon moteur, depuis toujours, c'est le doute. Et en fait, quand je dis ça à Meredith, elle me dit, ah bon ? Et je dis, oui, le doute, moi, c'est mon moteur. C'est le fait de ne jamais, justement, m'asseoir sur mes lauriers. C'est tous les jours, je me dis, il faut que je re-challenge ce que j'ai fait hier. Il faut pas que je considère que ce que j'ai fait est acquis. Et les rainettes, c'est une approche un peu comme ça. C'est une approche discrète de me dire attention, avant de se féliciter et de se congratuler, voyons si ça marche et voyons si ça continue. Et peut-être que la recette de l'année dernière, est-ce que vraiment c'est celle-ci qu'il faut poursuivre, ou c'est une remise en question permanente. Mais par contre, moi, c'est mon moteur. C'est un super moteur. Ouais, c'est peut-être quelque chose aussi à construire avec les personnes qui en font partie. C'est faire vivre le club ensemble, de manière à atteindre aussi, aller chercher des sujets qui les intéressent. C'est ça, mais elles sont toutes exceptionnelles. C'est là où on se rend compte que en chaque personne, quand on crée un terrain, on a tous à apprendre des autres. Après, il faut le contexte parfois, il faut créer ce cocon un peu aussi parfois pour se livrer et puis oser sortir de sa zone de confort. Donc, bien sûr. Donc à suivre, écoute. C'est directrice d'établissement, c'est des étudiants qui te font vivre quelque part. Donc c'est top aussi de faire tout ça avec eux. C'est ça. Tu parlais tout à l'heure de sport, on peut parler de parallèle sport-entreprise. Super intéressant. Aujourd'hui, comment ça se passe en interne ? Comment... tu parlais de gestion d'une entreprise. Comment tu fais le lien entre toute la gestion pédagogique, la gestion d'une entreprise ? C'est deux postes qui sont finalement différents. De vision aussi, j'imagine, qui sont différentes. Comment ça se passe ? Comment tu mets ça en avant ? Comment tu conçois, tu construis ? La gestion pédagogique, elle est vraiment entre les mains de mes directeurs pédagogiques qui sont... vraiment des personnes très expertes. À Rennes, j'ai la chance d'avoir dans l'équipe trois personnes très investies, très impliquées dans leur mission. Et c'est vraiment à elles que revient la mission de construire le budget pédagogique, de sélectionner les intervenants et de construire aussi, d'écrire des programmes. Parfois aussi, ça va jusque-là. Et moi, j'arrive après à un niveau au-dessus où ce budget pédagogique, cette gestion pédagogique, elle rentre dans un fonctionnement plus global d'une entreprise. Alors, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais c'est vrai que c'est une grosse partie de la gestion de l'école, c'est la pédagogie. Mais finalement, il ne faut pas confondre pédagogie et scolarité non plus dans une école. La pédagogie, c'est vraiment... ça va vraiment être je sais pas exactement, je vais pas dire le feu sacré quand même d'une école, mais bon, nos titres c'est vraiment, c'est notre... sans nos titres, on n'est rien. Il faut protéger nos titres. Donc, les titres, ils sont certifiés, ce sont des titres inscrits au RNCP. Donc, on est contrôlé régulièrement, on est certifié Calliope. Et donc, la pédagogie, c'est vraiment la construction d'un parcours de formation qui va amener le jeune à décrocher ce titre-là. Et ensuite, comment on va justement l'organiser, comment on va le ventiler dans des matrices, dans des outils pédagogiques. Et puis après, la scolarité, c'est la vie quotidienne de l'école. Donc, c'est de vérifier que ce qui a été mis en musique par la pédagogie est se déroule bien tous les jours pour l'étudiant. Qu'il y a bien, en fait, une classe d'étudiants dans une salle avec suffisamment de tables et de chaises et un rétroprojecteur qui fonctionne, donc dans une classe, avec un prof et avec un contenu pédagogique.
et de vérifier qu'ils sont tous là. Et voilà. Et c'est ça. Et créer le lien au fil des jours. Okay. Donc la gestion quotidienne, elle est beaucoup plus sur la scolarité. La pédagogie, c'est vraiment une compétence qui est beaucoup plus en amont ou en hauteur, je dirais, dans une école. Vraiment sur la partie ingénierie, création. Ouais, c'est vraiment l'essence d'une école. Ouais, qui constitue ta base derrière Ouais. pour aller chercher ton objectif d'expérience étudiante. Ouais. Ok, super. Et donc dans cette structuration, aujourd'hui, tu as des enjeux, on peut parler aussi un peu recrutement. Ouais. Tu as des enjeux Bien aujourd'hui, sûr. que ce soit sur la partie enseignant, sur la partie interne aussi. Parce que enfin, je le redis, mais c'est une vraie entreprise en interne. Tu en parlais tout à l'heure, il y a des liens, tout est imbriqué, tout est bien organisé. Quels sont les enjeux aujourd'hui au niveau de la structuration du recrutement ? Aujourd'hui, le recrutement, moi je m'étais fixé, je ne sais plus où j'en suis, mais je crois que j'en suis pas loin, il y a 4 ans maintenant, d'avoir 25% de mes intervenants qui soient des alumni, des anciens des écoles. Okay. C'est pas facile, mais on en a de plus en plus. Donc déjà, un premier enjeu pour nous, c'est de s'appuyer sur nos anciens qui souhaitent revenir. C'est aussi tout l'esprit familial de l'école, c'est ça. Et donc, sur les intervenants, y a 2 enjeux. Il y a maintenir des personnes qui sont déjà là, en sachant que tous les ans, des matrices changent, des programmes changent, des classes se ferment et des classes ouvrent. Donc, on a une responsabilité pour certains qui sont là depuis très longtemps de leur garantir leurs heures. Et aujourd'hui, c'est pas évident. Donc ça, c'est un premier enjeu sur les intervenants. Et le deuxième, c'est d'intégrer, via des nouvelles formations qui ouvrent, des nouvelles personnes, des nouveaux intervenants. Et l'enjeu, c'est de trouver la perle rare. C'est-à-dire la personne qui va à la fois avoir, justement, cette passion pour l'enseignement et qui ne va pas faire ça juste pour arrondir les fins de mois ou pour s'occuper, mais qui va avoir une vraie passion pour les jeunes, mais qui va aussi avoir un vrai retour sur expérience par rapport à son métier ou son expérience professionnelle. Donc ça, c'est côté intervenant. Après, sur l'équipe administrative, aujourd'hui, l'équipe elle est assez stabilisée dans mon école, mais il y a régulièrement des départs et des arrivées. C'est la vie d'une entreprise. Et l'enjeu, c'est de recruter des personnes qui vont partager cette passion et qui vont bien s'intégrer dans l'équipe. Donc vraiment point essentiel, passion. Ouais. Et puis finalement, je comprends aussi que c'est une grande famille. C'est ça. C'est vraiment le sentiment que tu veux faire passer. Et puis la stratégie aussi qui a été adoptée de manière à arriver à cette grande famille. Oui, c'est ça. C'est le mot qui ressort en fait quand on va sur les avis Google des écoles. C'est toujours le premier qualificatif, c'est une école familiale. Et certains nous disent, mais en fait c'est fou, c'est vrai que quand on arrive dans les bureaux, moi je vivais ça en tant qu'étudiante, quand j'arrivais dans les bureaux de mon administration, il y avait dans l'école où j'ai terminé mon cursus d'études, une ambiance familiale, je sentais qu'il y avait, c'est quelque chose à l'époque, je me disais, bon, c'est partout comme ça en fait, ils s'entendent bien, c'est normal, j'avais encore pas vécu la vie professionnelle. Et en fait non, c'est pas si évident que ça, donc je pense que c'est quelque chose que j'ai eu envie de recréer tout de suite. Quand je suis arrivée à l'école, et puis j'ai commencé tout petit, quand j'ai ouvert Digital Campus, on était 2 personnes et demie. On était 2 avec un apprenti. Donc aujourd'hui, sur les écoles, on est 24-25. Donc il a fallu structurer le middle management pour justement continuer d'être performant. Mais l'enjeu, c'est de garder cette équipe soudée, solidaire et de toujours cultiver les 2 valeurs, exigence et bienveillance, et qu'elles cohabitent, quoi. Et aujourd'hui, l'une ne peut pas aller sans l'autre dans nos métiers. On n'est pas non plus au pays des bisounours, donc on ne peut pas être qu'une école familiale, ça ne peut pas s'arrêter là en fait. Ouais, bien sûr. On peut l'être une fois de plus si... parce qu'on s'est fait confiance, parce qu'on va tous dans la même direction, parce qu'on a tous envie d'être embarqués et d'être engagés, quoi. Mais c'est parce qu'on a tous envie de bien faire que... Ouais, bien sûr. Voilà. C'est là où l'organisation aussi est bien mise en place. Ouais. C'est le sentiment que tu véhicules aux personnes extérieures, mais tu as aussi l'organisation qui est interne, qui est différente. Et c'est là où tu fais la différence. Ouais. C'est que si ton organisation interne est bien mise en place,
derrière, l'image, on va dire, de l'école sera bonne aussi. C'est ça, exactement. Le bouche à oreille. Exactement. En termes, on va pas du tout parler de chiffres, nombre d'étudiants. Aujourd'hui, Rénéo, on est environ 1000 étudiants. Ok. On est environ 1000 étudiants. Ok. Et Digital Campus, du coup, en France, tous les campus Ça varie beaucoup. On est environ 2000 étudiants. Ok. Ouais, donc des beaux effectifs. Ouais. Très bien. Et en termes de recrutement, quelle compétence ou quelle chose super importante tu aimes voir chez des nouveaux intervenants qui arrivent chez toi ou des personnes qui sont plutôt dans la côté administration? Sur les intervenants, c'est avant tout l'expertise, une fois de plus. C'est la capacité aussi à transmettre. Il faut, moi, je cherche des gens engagés, en fait. Sur l'équipe administrative, on est en mesure de former certaines personnes. Je ne sais pas exactement. Vraiment, ça dépend vraiment des postes. Ça dépend vraiment des postes sur lesquels on recrute. Mais c'est hyper important que... en fait, certains viennent parfois en se disant j'ai envie de me reconvertir pour travailler dans une école parce que justement j'ai besoin de donner du sens à ma vie, j'ai besoin d'humain, j'ai besoin de me reconnecter à l'humain. Mais c'est pas suffisant. En fait, c'est pareil, on reste une entreprise. Donc il y a énormément de boulot. On est sur des rythmes qui sont très denses, sur des journées qui sont très remplies. Et en fait, venir chercher le confort dans une école comme la mienne, c'est pas la bonne idée, en fait. C'est pas ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et on a parfois, sur des postes de conseillers formation qui sont sur l'accompagnement des jeunes en recherche d'apprentissage, des personnes qui viennent, qui ont été commerciaux et qui, en fait, ils aimeraient bien trouver un confort en disant moi, je vais être conseiller formation, je vais être plus tranquille, je vais être sur un poste qui est moins commercial. Pas du tout. Aujourd'hui, il faut aller chercher, toujours à renouveler nos partenariats avec les entreprises, aller se déployer sur le territoire, aller chercher toujours ce que les jeunes vont attendre en termes d'expérience aussi d'apprentissage. Et on n'a pas fait le tour des entreprises à Rénéo, donc ce sont pas des métiers tranquilles, en fait. C'est très très trépidant. Ouais, passionnant. Donc aussi. Il faut aimer, il faut avoir de l'énergie. C'est très bien. C'est ça. Dernière question, et on finit là-dessus. S'il y a ton ADN, quelque chose qui définit l'école aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait ? C'est compliqué, ça, comme réponse. J'ai l'impression d'avoir déjà répondu un petit peu en plantant en semant des petites graines un peu... c'est compliqué. compliqué. Non, mais c'est vrai que c'est l'école... plutôt du point de vue étudiant, plutôt... par exemple, je sais pas s'il y a peut-être que ce soit une mascotte ou quelque chose qui identifie l'école. On est une école bretonne, je pense déjà. Après, beaucoup... on est adhérent de Produits en Bretagne. Et ça, pour le coup, on est très fiers de l'être parce qu'on est très attachés au territoire. On sait aujourd'hui que 7 étudiants sur 10 parmi nos anciens vivent et travaillent en Bretagne. Et donc ça, c'est vraiment... un marqueur assez fort, en fait, la tâche territoriale. Ouais. Et on la pousse très loin. Et là, on a une semaine un peu de partage avec d'autres campus en février sur le SG, la Sharing Week, où on fait... la thématique cette année, c'est Braze is the New California. L'idée, c'est de faire un mix entre... On fait venir un bagad qui va jouer des airs californiens ou des grands tubes. On va faire des hot dogs bretons. On va essayer de mixer la culture californienne et la culture bretonne. Et ça nous plaît. Okay. Je pense que, justement, en tout cas, l'ADN, c'est... Il y a beaucoup de liberté dans ce qu'on fait, je dirais, et si je peux plutôt me référer en termes de valeurs, on a beaucoup de liberté, même si on a aussi beaucoup de contraintes, ça ne nous empêche pas d'être super libre. Et ce campus, oui, je pense que il est attaché à ses étudiants, il a envie d'en faire justement des êtres libres et engagés. En fait, je pense que c'est ça l'ADN de l'école, c'est de se dire, on ne veut pas faire juste des managers et tout ça. Non, moi je veux former des gens qui sont compétents,
mais qui vont aussi, pendant leur scolarité, intégrer des valeurs que nous, on a envie de leur transmettre, pour que demain, quand ils vont manager une équipe, ce soit des bons managers, qui soient bienveillants, qui soient exigeants certes, mais qui soient aussi à l'écoute, qui soient libres, qui soient passionnés, et je pense que c'est ça qui nous fait vibrer au quotidien. Ah bah, déjà, ça, c'est des valeurs que tu peux véhiculer via une école qui sont riches et qui sont super, super importantes et que tout le monde n'a pas forcément en sortant d'une école. Donc déjà, si les étudiants ils l'ont, c'est super. Ouais. En plus, ils travaillent ici, donc ça veut dire que le lien avec le territoire est bien fait. Ouais. Donc il n'y a ça donne envie d'y venir presque. Moi, j'aime y venir tous les jours, en tout cas. C'est déjà super. Merci en tout cas, Lucie, pour cet échange. Merci à toi. Super intéressant.